Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cet expresso juridique dédié à la CSRD et les fameux rapports de durabilité à l'aune d'une actualité brûlante. Je me présente, Patricia Savin, avocate associée chez DS Avocats, responsable du département Environnement Développement Durable, auditrice de durabilité inscrite sur la liste de la H2A, Haute Autorité d'Audit, et présidente de la filiale dédiée à l'audit légal DS Durabilité. Je suis Yvan Martinet, je suis président de DS Avocats et du groupe DS. Je suis également associé dans le département Environnement Développement Durable et je suis également auditeur durabilité inscrit auprès de la Haute Autorité de l'Audit. Nous avons donc, Patricia, le plaisir de vous présenter Omnibus ce matin, point d'étape sur CSRD. On va vous parler de la genèse d'Omnibus 1, d'Omnibus 2 et évidemment vous préciser notre vision sur ce qu'il faut faire aujourd'hui dans le contexte, on va dire, un peu évolutif que nous connaissons. La genèse d'Omnibus 1 et d'Omnibus 2 remonte au discours sur l'état de l'Union, si je puis dire, de Ursula von der Leyen en 2023, qui finit donc son mandat à ce moment-là de la première commission qu'elle a présidée. Et elle annonce lors du discours sur l'état de l'Union qu'elle confie à Mario Draghi un rapport sur justement l'état de l'Union et sur l'évolution de la politique de l'Union européenne. Le rapport Draghi sort en septembre 2024. Il met en avant toute une série de propositions pour améliorer, renforcer la compétitivité du territoire de l'Union européenne et simplifier, nous allons dire cela de manière synthétique, un ensemble de réglementations qui pourraient être de nature à renforcer ou à réduire la compétitivité de l'Union européenne. Le rapport Draghi va être traduit rapidement, janvier 2025, dans le cadre de ce qu'on a appelé la boussole de compétitivité, ou compétitivité Campass. Et c'est le commissaire européen vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle de l'Union, Stéphane Séjourné, qui résume cette boussole de compétitivité qui a été donc présentée en janvier 25. Avec la boussole, je cite, « La Commission présente sa doctrine économique pour les 5 prochaines années. Cette doctrine est simple et peut être résumée en un mot clé, compétitivité. La compétitivité doit être la raison d'être de chaque euro dépensé et de chaque initiative proposée. Cette ambition s'articule autour d'un triple programme de travail, simplifier, investir et accélérer la réalisation de nos priorités économiques. La boussole doit être le symbole d'un changement d'état d'esprit pour l'Europe et les Européens. Elle rend l'Europe plus prévisible tout en permettant de tenir le cap de notre modèle européen, un modèle décarboné, social et respectueux de nos valeurs. » En conséquence de cette boussole de compétitivité, c'est l'ensemble du paquet Green Deal qui est, je dirais, amendé, modifié. Bien sûr, la directive CSRD, on en parle dans quelques instants, mais aussi la directive CS3D, mais aussi le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, CBAM ou dans sa version française MACF, le règlement déforestation et également le règlement taxonomie. Donc l'ensemble des textes qui formaient l'ossature du Green Deal se trouvent modifiés, à l'intérieur duquel, bien entendu, se trouve la directive CSRD. Donc, nous avons eu Omnibus, le fameux Omnibus annoncé le 26 février 2025 par la Commission européenne. Alors attention, on parle souvent du paquet Omnibus. Pourquoi? Parce qu'il y a Omnibus 1 et Omnibus 2, à ne pas confondre, mais qui s'articulent, nous allons le voir. Omnibus 1, on l'appelle également la directive dite suspensive.
Omnibus 2, la directive modificative. On va déjà regarder Omnibus 1, parce qu'il a été adopté définitivement, et nous verrons Omnibus 2, ce qu'il peut générer comme modification. Omnibus 1, donc présenté par la Commission européenne le 26 février 2025, puis mécanisme dit du trilogue, Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Le 1er avril 2025, le Parlement européen a décidé à voter la procédure d'urgence. Dès le lendemain, beaucoup de discussions, d'échanges, de négociations au sein du Parlement européen pour que le 3 avril 2025, le Parlement européen adopte définitivement Omnibus 1. Reste la troisième étape de ce trilogue, l'adoption par le Conseil de l'Union européenne, qui ne devrait pas faire de difficulté parce que dès le 26 mars, le Conseil de l'Union européenne a adopté un mandat de négociation lui permettant de s'inscrire dans la logique de l'Omnibus 1. Donc nous sommes dans la formalité de l'adoption formelle par le Conseil de l'Union européenne. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'au niveau européen, Omnibus 1 est définitivement adopté. Il doit encore être publié au journal de l'Union européenne avec une demande qui est faite aux États membres de transposer avant fin 2025 cet Omnibus 1 dit suspensif, aussi stop the clock. Alors c'est quoi ce stop the clock? Eh bien avec l'adoption de cet Omnibus 1, il est décidé par l'Europe de suspendre le temps et de reporter de 2 ans l'entrée en vigueur des obligations qui pèsent sur les entreprises de vague 2 et 3 pour publier leur rapport de durabilité. Très concrètement, les entreprises de vague 2, je rappelle, sont des entreprises aujourd'hui de plus de 250 salariés avec un bilan de 25 millions au chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Les entreprises de vague 2 auraient dû publier l'année prochaine, en 2026, sur leur exercice 2025. Avec stop the clock, elles devront publier en 2028 sur leur exercice 2027, entreprise vague 2. Les vagues 3, les PME cotées, elles, eh bien, devront publier en 2029 sur leur exercice 2028. Donc on a ce report de 2 ans pour formaliser un rapport de durabilité qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, doit répondre aux normes ESRS fixées dans l'acte délégué, dans le règlement. Nous verrons qu'Omnibus 2 peut modifier tout cela. Voilà ce que nous dit Omnibus 1, report de 2 ans. Dans cette logique de report, il y a une confusion également qui est née de législateurs français, à savoir le Sénat. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement, il y avait un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne qui avait été présenté et défendu par l'Assemblée nationale, puis au Sénat, en mars, alors la date précise, c'était en mars 2025, le 10 mars 2025, pardon, le Sénat a voté un report de 4 ans de l'entrée en vigueur des obligations qui pèsent les entreprises de vague 2 et 3. 4 ans, c'était juste, et on l'a écrit dans plusieurs notes, sur LinkedIn notamment, j'ai bien indiqué que c'était contraire à la Constitution, parce que contraire au droit européen positif, qui n'avait pas encore voté de report, et en toute hypothèse, contraire à ce que prévoyait Omnibus 1. Il y a eu une commission mixte paritaire qui réunit 7 députés, 7 sénateurs, et cette commission mixte paritaire a voté le 3 avril, c'est ça, le 3 avril 2025, un report de 2 ans en se référant à Omnibus 1. Donc il y a quand même un alignement et une convergence entre Omnibus 1 qui reporte définitivement de 2 ans l'entrée en vigueur, la CSRD pour les entreprises vague 2 et 3, et puis la commission mixte paritaire avec la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, qui n'est pas une loi transposition de la directive Omnibus 1 puisqu'elle est intervenue avant. Bon, comment le législateur va arranger tout cela, je ne sais pas, je ne peux pas encore vous le dire, mais on voit qu'en toute hypothèse, il y a cette convergence pour qu'il y ait ce report de 2 ans. Point. Ça, c'est Omnibus 1.
Et puis, effectivement, beaucoup de clients nous disent, mais peut-être que je ne serai pas assujetti du tout. Donc, peut-être qu'il faut que je lève le crayon. Pourquoi ces interrogations? Parce qu'il y a le fameux Omnibus 2. Omnibus 2 dit modificatif n'est pas encore du tout adopté. Il a été présenté par la Commission européenne donc en février 2025. Il devra suivre le trilogue Parlement européen, puis Conseil de l'Union européenne. À ce stade, que nous dit Omnibus 2? Il relève le seuil des entreprises assujetties à 1000 salariés. Aujourd'hui, c'est 250 salariés. Donc, il est évident que toutes les entreprises qui ont moins de 1000 salariés se disent, mais peut-être que je vais purement et simplement y échapper. Oui, peut-être. De même, Omnibus 2 nous dit la chaîne de valeur, vous savez, cette fameuse percolation où les obligations CSRD pèsent sur tout le monde parce que il y a dans la chaîne de valeur l'obligation d'indiquer de quelle façon les entreprises parties prenantes adressent les fameuses ESRS. Eh bien, Omnibus 2 nous dit cette chaîne de valeur va se limiter aux entreprises de premier rang et pour celles qui ont moins de 1000 salariés, elles devront reporter à l'entreprise assujettie uniquement sur quelques items. Donc, les items qui sont ceux que nous avons aujourd'hui dans la norme dite en projet VSM. Autre élément d'Omnibus 2, assurance limitée. Donc aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'auditeurs de durabilité, soumis à ce qu'on appelle une assurance limitée. Il était prévu qu'elle devienne une assurance raisonnable, donc beaucoup plus de diligence pour l'auditeur. Omnibus 2 nous dit on reste dans l'assurance limitée. Et puis surtout, Omnibus 2, c'était vraiment l'attente majeure des acteurs, annonce des normes ESRS simplifiées, grandement simplifiées. L'EFRAG, qui est la commission technique de la Commission européenne qui avait rédigé ces ESRS et ces normes ESRS E1E, ESRS SG, l'EFRAG a été saisi le 27 mars par la Commission européenne avec demande de rendre une copie donc de nouvelles ESRS qui feront l'objet d'un nouvel acte délégué courant 2026, vraisemblablement 27 peut-être. Donc il y a aujourd'hui un contexte dans lequel il y a de façon certaine un report de 2 ans aux entreprises vagues 2 et 3, tout en disant que dans ce laps de temps, peut-être, je dis peut-être, on en est encore au stade de projet, peut-être que des entreprises vont purement et simplement échapper à l'obligation de reporter parce qu'elles auront moins de 1000 salariés, si Omnibus 2 est voté dans la présentation qui a été faite par la Commission européenne. Peut-être que le cadre de reporting pour les entreprises qui seront obligées sera très différent, simplifié, grandement simplifié. Et donc, il y a ces interrogations, mais que faire aujourd'hui avec cette incertitude qui demeurera jusqu'à l'adoption définitive de Omnibus 2, à savoir courant 2026-2027. Alors, Yvon, que faire? La conviction que nous avons et qui est liée à notre expérience en 2024 sur, si on peut dire, le niveau de maturité des entreprises que nous avons assisté soit au Conseil ou des premiers mandats sur la durabilité que nous menons et que nous ne menons pas seuls. Vous verrez aujourd'hui une communication qui est faite en liaison avec notre Espresso de ce matin par nos partenaires de l'Alliance, donc l'Alliance APAV, RSE France sur l'ingénierie, Artaud et Associés, c'est le chiffre, commissariat aux comptes, expertise comptable, mais vraiment très fortement impliqué dans la RSE depuis longtemps, et EDS sur la partie droit. Donc l'alliance de l'ingénierie, du chiffre et du droit nous a permis d'accéder à des mandats sur l'audit de durabilité et également, je dirais, d'être plus proche finalement que nous l'étions des entreprises de vague 1. Et nous pouvons vraiment vous dire ce matin que le niveau de maturité de celle de la vague 1, mais également de celle de la vague 2 qui est on va dire, qui était déjà en préparation, est tel que nous pouvons vraiment préconiser de maintenir une démarche
telle qu'elle était engagée sur une base obligatoire, sur une base volontaire, avec, je dirais, des standards de la base volontaire que l'EFRAG a déjà proposée ou va confirmer dans les mois qui viennent, parce que ce sont des trajectoires et ce sont je dirais, des différenciations sur le marché qui sont très intéressantes. Pourquoi ? Parce que au plan global, même si évidemment il y a un niveau d'incertitude sur les données du commerce international comme jamais nous l'avons connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons reçu chez DS la semaine dernière, jeudi dernier, le 3 avril, Philippe Varin, président d'ICC Monde, qui venait introduire 2 jours de conférence d'une association qui s'appelle GLGA, qui est une association d'avocats et juristes spécialisés sur le trade custom. Philippe Varin, président donc de l'ICC Monde, quasiment unique association mondiale d'entreprises, est venu nous dire très simplement, le monde tel qu'il était organisé depuis Bretton Woods et depuis les accords créant l'OMC, et je dirais ce monde multilatéral est mort. Nous vivons une autre partie si l'on peut dire, de la vie économique et de la vie de l'internationalisation des entreprises. Ce n'est plus le multilatéralisme tel que nous l'avons connu, c'en est un autre. Or, dans cet autre multilatéralisme, il y a des approches régionales qui vont être très, très intéressantes. Et sur le l'ESG, nous voulions vous signaler 2 choses. D'abord, la Chine, qui a choisi, dès 2024, les 3 bourses, Shenzhen, Shanghai, Pékin, ont annoncé les lignes directrices pour les coter en Chine dès le 1er février 2024, basées sur le principe de double matérialité, qui est, comme vous le savez, le principe choisi par l'Union européenne et qui s'oppose au principe de simple matérialité américaine. La Chine a, en 2024, connu une expansion très importante des investissements ESG qui ont atteint en 2024 plus de 34 milliards d'équivalents de dollars, ce qui montre que la Chine est en train d'énormément faire progresser sur l'investissement ESG, les indices boursiers ESG étant passés en 24 de 66 à 370 et le nombre de fonds purement ESG passé de 16 à 135. Ce qui amène le gouvernement chinois, à la fin de l'année 2024, à publier les Chinese Sustainability Reporting Standards, donc l'équivalent pour la Chine des ESRS européens. Encore une fois, souché sur la double matérialité. Il y a un effet de convergence qui est réel entre cette décision prise par le gouvernement chinois d'étendre du côté au non-côté les critères ESG et les critères ESG vus du côté chinois, c'est-à-dire pratiquement tous les critères environnementaux des ESRS européens, des critères sociaux un petit peu amodiés et des critères gouvernance évidemment un peu amodiés aussi à la mode Chine. Il n'empêche que cette vision-là intégrée de la Chine vers l'Union européenne permet de donner une indication sur la nécessité d'avoir une trajectoire qui se maintienne et qui se maintienne quand on a des chaînes de valeur qui sont tournées vers l'Asie de manière volontaire, à défaut qu'elles ne le soient sur le plan je dirais juridique, obligatoire. Et puis, il y a un deuxième aspect qu'on voulait vous signaler, c'est à l'opposé, au niveau de la taille, 2 entités boursières, celle du Bahreïn et celle du Sultanat d'Oman. Tout petit territoire, mais avec assez grande influence au plan économique et financier au Moyen-Orient. Et les 2 bourses, celle de Bahreïn en novembre 2023, et celle de Muscat à Oman en 2024 ont choisi la double matérialité également
comme concept de reporting pour les entreprises qui feront des activités et qui seront cotées ou pas dans les territoires en question. Vous voyez, c'est l'immense Chine d'un côté et les deux petits exemples du Bahreïn et de l'Oman au plan, on va dire, du territoire, mais qui ne sont pas petits au niveau économique, montrent qu'il y a une dimension de convergence sur le SG qui font que ces pays, ces grands territoires vont, on va dire, se rapprocher et déjà s'aligner progressivement avec l'Union européenne, d'où l'idée d'une démarche volontaire qui reste tout à fait d'actualité quand on est une entreprise, vague 1 bien sûr, mais vague 2 et vague 3 aussi, qui s'internationalise. Je dirais juste, pour finir, que l'Indonésie a annoncé également en octobre 2024, j'étais à Jakarta pour un événement ESG, nous avons un bureau à Singapour et à Jakarta, et l'Indonésie a annoncé également la volonté de s'installer, si l'on peut dire, dans l'ensemble de la double matérialité. Le texte n'est pas encore sorti, mais il devrait sortir. Donc un autre grand pays du G20 a annoncé son intention d'utiliser la double matérialité comme base de son reporting. Voilà pourquoi nous préconisons vraiment que la trajectoire volontaire soit maintenue, à défaut qu'elle ne soit obligatoire. Pour compléter, peut-être dire également que, donc, pour ma part, j'étais en Chine en novembre pour une semaine dédiée aux enjeux ESG. Et les acteurs chinois, les entreprises chinoises, les cabinets d'avocats chinois sont très soucieux d'intégrer ces enjeux ESG dans leurs activités. Et nous sommes consultés, nous avons des clients chinois qui nous consultent assez régulièrement sur la façon d'intégrer ces exigences de durabilité dans leur business, avec de fait des exigences qu'elles auront elles-mêmes à l'égard de leurs co-contractants européens. Alors, de façon très pratico-pratique, parce que les questions que nous avons de clients, c'est voilà, moi j'ai tant de salariés, que dois-je faire? Notre analyse est la suivante. L'exercice de double matérialité, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées par Yvon, est un exercice, nous considérons, à réaliser, qui est intelligent, qui est intéressant, qui donne aussi une boussole de gouvernance pour toute entreprise qui réalise cette analyse de double matérialité. Donc, toutes faites cette analyse de double matérialité, vous aurez, encore une fois, un outil de pilotage vraiment pertinent. Les entreprises de vague 1 qui ont déjà publié leur rapport de durabilité ne sont pas impactées par Omnibus 1, donc bien évidemment, celles-ci, vous continuez vos exercices classiques d'émission du rapport de durabilité, sachant que oui, peut-être qu'en 2028, pas avant, hein, en 2028, il y aura des ESRS simplifiés et nous aurons un nouvel acte délégué. Donc, si l'exercice qui a été réalisé était très lourd, très compliqué, parce que beaucoup d'entreprises de vague 1 ont peut-être voulu trop bien faire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à Omnibus également, avec 1000 data points à reporter. Dans l'acte délégué, il y en a 1178 qui n'avaient rien d'obligatoire. C'était des data points indicatifs. Donc, si l'exercice que vous avez réalisé en 2025, puis aujourd'hui en 2026, vous paraît très, très chronophage, vous pouvez l'alléger. N'oublions pas que les seuls ESRS aujourd'hui obligatoires, c'est le SRS 2. J'ajouterai le SRS E1 sur le climat, le S1 et puis le G. Donc, entreprise vague 1 qui connaissent déjà l'exercice, qui ont réalisé l'investissement temps, énergie pour émettre le rapport de durabilité, continuez. Les entreprises, ensuite, vague 2 et vague 3, je ne vais pas le raisonner ainsi, je vais plutôt raisonner entreprises qui, jusqu'à présent, réalisaient des DPEF, déclarations de performance extra-financière, donc plus de 500 salariés, mais moins de 1000. Donc moins de 1000 parce que peut-être qu'elles échapperont à la CSRD.
Et à ces entreprises-là qui connaissent l'exercice de reporting extra-financier avec la DPEF, notre conseil, c'est de continuer l'exercice DPEF. Parce que là encore, vous avez investi, vous avez capitalisé du temps, de l'énergie, de l'argent pour rédiger cette déclaration de performance extra-financière qui, ne l'oublions pas, au-delà des obligations légales, il y a le marché financier. Et le marché financier, les acteurs de la finance, les acteurs des investissements, des fonds, des agences de notation regardent les vecteurs de durabilité des entreprises. Donc, dès lors que vous avez déjà fait une DPEF, continuez l'exercice de la DPEF, ou alors regardez ce que peut être un rapport de durabilité selon les normes volontaires dites VSME, avec focus climat, le CRS-E1, S1 et puis G, gouvernance. Parce que ces trois ESRS sont, dans l'analyse de double matérialité, des ESRS qui ressortent dans quasiment tous les rapports de durabilité. Et les FRAG, qui doivent remettre des normes simplifiées, analysent actuellement tous les rapports de durabilité pour en extraire ce qui semble convergent à toutes les entreprises. Et puis nous avons les entreprises de moins de 500 salariés qui jusqu'à présent ne devaient pas rédiger de DPEF. Alors celle-ci, c'est vrai que la barrière à l'entrée était énorme. Passer de rien à d'un seul coup un rapport de durabilité avec ce fameux spectre de 1178 data points, ça fait peur. Donc pour celle-ci, faire l'exercice de double matérialité est intéressant. Et puis regarder, se faire accompagner pour identifier quelles sont les normes qui pourraient être exigées en tant qu'entreprise de rang 1 des entreprises assujetties. Et là, ce sont les fameuses VSME sur lesquelles les FRAG doivent également rendre un rapport. Nous avons les projets de VSME, donc nous savons à quoi ressemblent ces normes dites volontaires, et cela permet aux entreprises qui ne seront pas obligatoirement assujetties du fait d'Omnibus 2, si voté, de se préparer de telle sorte que lorsque Omnibus 2 sera voté, eh bien, dans la chaîne de valeur, ces entreprises pourront très rapidement dire à leurs co-contractants, bien voilà, moi, j'ai moins de 1000 salariés, donc je suis tenu au titre d'Omnibus 2 de reporter sur des normes simplifiées. L'exercice est déjà réalisé, le voici. Donc prenez Omnibus 1 comme une chance de prendre son temps, de se poser les bonnes questions et d'être prêt et en ordre de bataille en 2028. Le petit mot de la fin. Oui, pour le bilan, je dirais, de la démarche volontaire, nous vous renvoyons à un document très bien fait que les FRAG a publié en décembre 24, vous verrez sur le site de l'EFRAG, où l'EFRAG donne, entre guillemets, toute une série de statistiques sur la façon d'obtenir plus facilement des prêts verts, des taux qui sont meilleurs, toute une série en fait d'avantages de l'écosystème bancaire et financier global dont parlait Patricia, qui montre vraiment ce qui est, je dirais, l'avantage d'être dans la démarche volontaire directe, sans autre considération, si l'on peut dire, de sa chaîne de valeur. Si en plus on y ajoute les considérations de chaîne de valeur qu'on évoquait tout à l'heure, il y a toute une série d'avantages à maintenir une démarche volontaire. Et le dernier point, c'est que nous, bien entendu, on est à votre disposition à la fois pour comprendre justement les enjeux et les responsabilités là actuelles dans ce espèce de, on va dire, contexte un peu mouvant, que ce soit sur la partie, bien sûr, conseil traditionnel, mais si vous voulez désigner votre TI, nous pouvons l'être, bien entendu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit DS Avocats, soit avec nos partenaires de la PAV et d'Artaud et Associés, évidemment sur CSRD, mais aussi sur cet ensemble de textes du Green Deal qui sont impactés, la CS3D, le CBAM, le règlement des forestations et la taxonomie, qui forment finalement un tout
qui va évoluer comme va évoluer la CSRD. Voilà. Il est 10 heures. Le format d'Expresso, c'est une demi-heure. Nous adresserons aux inscrits un article qui va sortir sous très peu, qui reprendra tout ce que nous venons d'évoquer. Et pour la question à laquelle nous n'avons pas le temps de répondre, Monsieur Deck, pareil, nous adresserons un document de synthèse. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Très bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.